Je donne maintenant la parole de la République populaire démocratique de Corée. Madame Présidente, Madame la Présidente, c'est une inspiration noble pour l'humanité que d'aspirer à se développer dans un monde pacifique, libre de toute agression et de toute guerre. Il y a 9 ans, nous nous sommes fixé l'objectif de réaliser les ODD pour éradiquer les inégalités, la pauvreté, pour garantir la dignité humaine. Néanmoins, il y a de nombreux défis qui nous menacent. Je suis convaincu que cette réunion, dont le thème est le suivant, solution multilatérale pour un avenir meilleur, que cette réunion va nous permettre d'accélérer la mise en œuvre des ODD. Afin de contribuer au thème de cette réunion, je souhaiterais vous dire ce que la RPDC a fait pour promouvoir le développement socio-économique. La RPDC fait face à une situation défavorable en raison de facteurs externes. Néanmoins, nous avançons sur la bonne voie afin de nous développer de façon indépendante. Il y a une croissance forte de l'économie et de la culture. Nous améliorons de façon significative la qualité de vie des citoyens et leur vie culturelle. Notre expérience montre qu'il est essentiel de donner la priorité aux populations. Madame la Présidente, nous avons besoin d'un environnement pacifique pour le développement. C'est une condition sine qua non pour le bon développement durable de la communauté internationale. Le camarade Kim Jong-un, président de l'RPDC, a dit, je cite, « Nous ne pouvons pas tolérer les initiatives des impérialistes qui souhaitent agresser et livrer une guerre contre les nations souveraines. Nous devons au contraire défendre la paix et la sécurité mondiale. » Fin de citation. Il y a aujourd'hui des exercices militaires hostiles conjoints de la part des États-Unis et de leurs alliés. Cela menace la paix régionale et cela sape la sécurité mondiale. Il y a notamment les sanctions unilatérales imposées par certains pays qui portent un coup dur au développement économique et aux populations dans les pays en développement. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Ces actions sapent la méfiance, sapent la confiance. Il faut garantir le droit au développement des pays en développement. Le droit au développement constitue une garantie pour la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030. Pour surmonter les lacunes actuelles du système de gouvernance mondiale, nous avons besoin de garantir la justice internationale. C'est essentiel pour restaurer la confiance dans l'ONU et pour créer un ordre international équitable. Aujourd'hui, nous assistons à des pratiques répréhensibles à l'échelle internationale. En effet, les principes qui gouvernent les relations internationales sont foulés aux pieds. Le Conseil de sécurité de l'ONU est resté les bras croisés face au drame qui a commencé il y a déjà près d'1 an à Gaza. Le Conseil de sécurité utilise parfois de soi-disant menaces pour empêcher les pays d'exercer leur droit à la légitime défense. Il faut réformer le Conseil de sécurité. La composition actuelle du Conseil n'est pas équitable. Elle perpétue la dominance de l'Occident. En guise de conclusion, notre gouvernement est déterminé à assumer ses responsabilités et à jouer son rôle en tant que membre de la communauté internationale, afin de bâtir un monde juste qui garantit un avenir meilleur pour l'humanité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République populaire démocratique de Corée. Et je donne maintenant la parole à la Nouvelle-Zélande. En tant que membre du réseau des 75 dirigeants de 2020, en tant que co-facilitateur avec Oman, nous sommes ravis que le sommet de l'avenir ait lieu. Cela fait longtemps que nous préparons ces 2 journées de sommet.
Le sommet de l'avenir découle de notre programme commun, l'appel lancé par le secrétaire général en faveur de la solidarité entre les peuples, les pays et les générations. L'objectif est également de renouveler le système multilatéral pour accélérer la mise en œuvre des engagements existants et pour combler les lacunes de la gouvernance mondiale. Nous remercions le secrétaire général d'avoir relevé le défi. Dans le cadre de la préparation du sommet, les États membres ont bénéficié d'investissements significatifs entrepris par le système de l'ONU, mais pas seulement, notamment des documents politiques, le rapport du Conseil consultatif de haut niveau sur un multilatéralisme efficace, ainsi qu'un éventail d'initiatives pour bâtir la confiance et permettre les compromis. La Nouvelle-Zélande se félicite de l'adoption du pacte de l'avenir. Le pacte de l'avenir, le pacte numérique mondial, la déclaration sur les générations futures doivent nous permettre de relever les défis urgents. En tant que petit État, la Nouvelle-Zélande, depuis longtemps, bénéficie du système international reposant sur des règles et il y contribue. Nous sommes prêts à travailler de façon constructive dans le cadre de tous les efforts qui visent à créer un système de gouvernance adapté au présent et à l'avenir. La taille n'a pas d'incidence sur l'influence aux Nations Unies. Les petits États, depuis longtemps, sont en première ligne de la défense de ce système reposant sur des règles. Notre système multilatéral n'est pas parfait. Des progrès importants ont été accomplis, notamment avec la convocation de ce sommet de l'avenir. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons pour créer un monde plus représentatif, pour tisser des liens plus étroits au niveau des Nations Unies, afin que les Nations Unies puissent répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Les États membres doivent faire davantage pour surmonter les divisions et éviter la rivalité. Dans un contexte caractérisé par des tensions géopolitiques, la triple crise planétaire et des niveaux de conflits de souffrance sans précédent, ce n'est pas une tâche aisée. Plus que jamais, il est essentiel de résorber les fractures qui entravent les progrès. Il faut améliorer la qualité de vie de la population et l'état de la planète. Le consensus ne survient pas du jour au lendemain. Il doit être forgé. Pour cela, nous avons besoin de jouer un rôle de chef de file. Nous devons faire preuve de clairvoyance. Nous devons travailler d'arrache-pied. Merci à l'Allemagne et à la Namibie, à la Suède et à la Zambie, et aux Pays-Bas et à la Jamaïque, d'avoir guidé les négociations sur respectivement le pacte numérique et la déclaration. En ce qui concerne le pacte de l'avenir, nous sommes ravis que le pacte ait maintenu un équilibre entre les trois piliers de l'ONU, la paix et la sécurité, le développement durable et les droits humains. Le pacte fait référence à un certain nombre de questions qui nous sont chères, notamment les questions de genre, les droits humains, la montée des eaux. Bien entendu, ce pacte n'est pas parfait. Selon nous, le libellé faisant référence au désarmement nucléaire n'est pas à la hauteur de notre aspiration à libérer le monde de l'arme nucléaire. Nous devons prendre des mesures concrètes à cette fin. Nous souhaitions également qu'il y ait un libellé plus fort faisant référence à la réforme du Conseil de sécurité, même si nous pensons qu'il y a une lueur d'espoir. Nous nous félicitons de l'adoption du pacte numérique qui va nous permettre de bâtir un avenir numérique plus inclusif, ouvert, sûr pour tous. Cet avenir repose sur trois piliers essentiels, les droits humains, la gouvernance multipartite et l'inclusion. Et concernant la déclaration, la Nouvelle-Zélande se félicite du concept selon lequel les générations présentes doivent assumer leurs responsabilités pour sauvegarder les besoins et les intérêts des générations futures. Madame la Présidente, le paysage géopolitique continue d'évoluer. Les États membres doivent agir pour protéger la charte de l'ONU et le droit international et pour mettre en œuvre le pacte de l'avenir. Nous devons impliquer toutes les parties prenantes pour veiller à ce que notre travail ici aux Nations Unies bénéficie véritablement aux communautés que nous servons à travers le monde. Nous devons travailler ensemble, nous écouter les uns les autres et rebâtir la confiance pour concrétiser l'avenir auquel nous aspirons pour la population et la planète. Je vous remercie, madame. Je remercie la représentante de la Nouvelle-Zélande. Je donne maintenant la parole à son Excellence Pedro Sánchez Pérez Castejón, chef de gouvernement du Royaume d'Espagne. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons
un contexte d'incertitude et la peur est le pire ennemi. Nous devons bâtir un avenir de paix, de justice et de prospérité. Ce n'est possible que grâce à l'espoir. Pour garantir cet avenir, eh bien, nous devons tout d'abord créer un système de gouvernance multilatérale plus efficace, inclusif et juste. Et c'est précisément l'objectif de ce sommet de l'avenir. Mon pays œuvre en faveur de la réforme nécessaire des Nations Unies et de ses institutions pour qu'elles soient plus représentatives, efficaces et transparentes, pour que les Nations Unies fonctionnent de façon plus démocratique et pour que les Nations Unies travaillent au plus proche des populations. Par ailleurs, nous devons réfléchir à ce que nous a donné cette organisation pour renforcer le respect du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies. Nous défendons ces principes avec détermination et cohérence dans tous les contextes, que ce soit en Palestine, en Ukraine ou dans n'importe quelle autre région du monde. Deuxièmement, nous souhaitons bâtir un monde caractérisé par une plus grande coopération internationale pour réaliser le programme à l'horizon 2030. Et nous joignons le geste à la parole. L'Espagne s'est engagée à augmenter l'APD pour qu'elle atteigne 0,7% de notre revenu national brut à l'horizon 2030. Par ailleurs, mon pays est le premier contributeur au fonds conjoint pour les ODD. Et j'ai l'honneur de faire partie du groupe des dirigeants pour le plan de relance des ODD du secrétaire général. L'Espagne va accueillir la 4e conférence internationale sur le financement du développement, conférence qui aura lieu au mois de juin 2025 à Séville, en Espagne. L'Espagne souhaite parvenir à un consensus sur des mesures concrètes pour mobiliser toutes les ressources et pour entreprendre toutes les politiques pour le développement durable. À titre d'exemple, nous devons renforcer les banques multilatérales de développement. Nous devons finaliser l'examen du cadre d'adéquation du capital des BMD. Nous devons optimiser l'utilisation des DTS et réfléchir au mécanisme de réaffectation des droits de tirage spéciaux. Nous allons réaffecter jusqu'à 50% des DTS que nous avons reçus en 2021. Nous sommes parvenus à un accord pionnier entre le FMI et la Banque mondiale afin que ces deux institutions puissent utiliser le fonds pour la résilience et la durabilité pour lutter contre le changement climatique. Par ailleurs, nous avons besoin de clauses d'urgence dans les contrats de dette pour les catastrophes naturelles, mais pas seulement, et c'est ce que l'Espagne a fait récemment. Cela nous permettra de mieux répondre aux crises alimentaires, aux urgences sanitaires, et également dans les pays à revenus intermédiaires et les pays à revenus faibles. Nous avons également besoin d'une fiscalité plus juste. Nous avons besoin de politiques fiscales plus efficaces et plus transparentes. Il faut permettre ainsi la mobilisation des ressources nationales. Il y a des mesures telles qu'un impôt minimum mondial sur les grandes fortunes ou encore la mise en œuvre des 2 piliers de l'OCDE et du G20 sur la fiscalité pour les multinationales. Voilà donc quelques mesures. Il y a également la future convention cadre sur la coopération en matière fiscale. Troisièmement, nous devons travailler pour un développement responsable de l'intelligence artificielle et un développement responsable des autres technologies. Les technologies doivent reposer sur des valeurs partagées. C'est ainsi que nous pouvons transformer la société et créer de la richesse et de l'emploi. Mais nous avons également besoin de normes internationales pour promouvoir l'utilisation éthique des technologies, garantir la transparence de leur développement et garantir un accès juste. Voilà pourquoi nous avons créé la première agence de contrôle de supervision de l'intelligence artificielle au monde. Et sur la base de cette expérience, nous pensons que les Nations Unies devraient jouer un rôle clé pour définir un système de gouvernance mondiale pour ces technologies. Et bien entendu, nous accueillons très favorablement le rapport de l'organe consultatif du secrétaire général coprésidé par une compatriote, Carme Artigas, et nous partageons les 7 recommandations. Madame la Présidente, ce sommet et le pacte de l'avenir constituent un antidote contre la peur et pour l'espoir. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est que le point de départ. Nous devons nous engager sur la voie des réformes et nous devons le faire collectivement pour que nos institutions de gouvernance mondiale soient adaptées aux défis du présent et à même de saisir les opportunités de demain. Nous devons maintenir le cap que nous avons fixé à New York, nous devons accélérer le rythme et vous pouvez à cet égard compter sur le soutien de l'Espagne. Et nous vous attendons à Séville au mois de juin 2025. Merci. Je remercie
le chef du gouvernement du Royaume d'Espagne. Et je donne maintenant la parole au représentant des Kiribati. Madame la Présidente, Excellences, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les délégués, je vous transmets les salutations chaleureuses du gouvernement et du peuple des Kiribati. Nous appuyons avec ferveur ce sommet qui a pour objectif de donner un nouveau souffle au multilatéralisme. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les défis auxquels nous sommes confrontés, les changements climatiques, les pandémies, la volatilité des prix des denrées de première nécessité, les inégalités, les conflits, ne peuvent être relevés par un pays isolément quel qu'il soit. Il nous faut un système multilatéral robuste, inclusif, efficace, à la hauteur de la tâche, à la hauteur de l'avenir. Un système où toute nation, quelles que soient ses richesses, quelle que soit sa taille, peut faire entendre sa voix à la table où sont prises les décisions, en se laissant guider par l'objectif du bien-être de toute la communauté internationale. Pour atteindre cet objectif, nous devons réformer nos institutions internationales pour veiller à ce qu'elles soient plus réactives, responsables et transparentes. Nous devons aussi nous engager de nouveau à défendre les principes de solidarité, de coopération et d'équité qui sont au cœur de l'Organisation des Nations Unies. Il nous faut intégrer les valeurs culturelles dans nos stratégies de développement en reconnaissant leur importance pour faire advenir une croissance inclusive et durable. Madame la Présidente, notre pays témoigne à la fois de la vulnérabilité et de la résilience de notre planète. Notre pays est un atoll. À ce titre, nous sommes en première ligne dans la lutte climatique, confrontés aux menaces que sont la hausse du niveau des mers, les manifestations météorologiques extrêmes et l'acidification des océans. Pour nous, l'avenir n'est pas un concept abstrait. Nous devons d'ores et déjà faire face aux extrêmes climatiques, à la variabilité du climat, nous y adapter. Il en faudra, à n'en pas douter, un sens collectif des responsabilités pour faire en sorte que toutes les nations puissent s'épanouir malgré ces défis. Madame la Présidente, alors que nous tournons notre regard vers l'avenir, nous devons aussi embrasser l'innovation, réussir à nous adapter. Le rythme effréné des changements technologiques est porteur à la fois de défis et d'occasions à saisir. Nous devons absolument mettre à profit ces nouvelles technologies pour le bien commun, en veillant à ce qu'elles contribuent à la dignité humaine, à l'inclusion sociale et à la protection de l'environnement sur le long terme. Il est fondamental que toutes les nations, y compris les petits États insulaires comme les Kiribati, aient à leur disposition les outils et les ressources pour participer pleinement à l'économie numérique mondiale et profiter des technologies pour améliorer les conditions de vie de leurs citoyens et la santé de la planète. Madame la Présidente, nous sommes bien décidés à réaliser les objectifs de développement durable à travers la version locale des objectifs, le document KV20, c'est-à-dire notre feuille de route sur 20 ans, qui vise à transformer les Kiribati pour en faire une nation en bonne santé, aisée, pacifique d'ici à 2036. Nous voulons mettre l'accent sur la croissance économique durable, sur la base du secteur de la pêche et de celui du tourisme, en mettant l'accent sur l'éducation de qualité, les soins de santé et la préservation de l'environnement. Pour nous, la quête de développement durable n'est pas seulement un choix politique, c'est une nécessité. Les pratiques durables dans des secteurs essentiels comme la pêche, l'agriculture et les énergies renouvelables sont critiques si nous voulons garantir l'avenir de notre nation. Et nous appelons toute la famille de l'ONU à collaborer avec nous, à promouvoir avec nous ces pratiques pour faire en sorte que le développement économique d'aujourd'hui n'hypothèque pas le bien-être des générations futures. Madame la Présidente, nous avons adopté le pacte pour l'avenir et l'intégration de concepts de respect et de responsabilité dans nos engagements mondiaux est quelque chose d'absolument fondamental. Nous pensons que les concepts de responsabilité et de respect représentent l'épine dorsale de l'ordre social, de la paix, de l'harmonie, qui sont autant d'éléments cruciaux à leur tour
pour faire advenir un avenir juste et durable. Le respect de tous les peuples, de toutes les cultures et de l'environnement sous-tend la coopération globale. On représente le socle éthique. I thank the district. Je remercie le représentant des Kiribati et je donne maintenant la parole à la République arabe syrienne. شكرا سيد الرئيس. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce sommet est une occasion en or à saisir pour faire le bilan des progrès que nous avons réalisés pour faire advenir l'avenir que nous voulons, pour répondre aux aspirations de nos peuples, pour tenir les promesses de la Charte des Nations Unies, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationale et sauver les générations futures du fléau de la guerre, sans oublier de nouer des relations amicales entre les États et de protéger les droits humains. L'occupation de territoires arabes en Palestine, en Syrie et au Liban persiste. La puissance occupante s'entête à perpétrer des crimes de génocide, de nettoyage ethnique. L'agression se poursuit contre la Palestine, le Liban et mon pays, la Syrie. Cette situation est une violation inacceptable, très grave, du droit international, des buts et principes de la Charte des Nations Unies et de toutes les normes et de toutes les valeurs humaines et civilisationnelles. Cela représente aussi un obstacle majeur qui entrave notre cheminement vers l'avenir que nous appelons tous de nos vœux. C'est pourquoi nous devons, ici aux Nations Unies, faire front commun et redoubler d'efforts pour contrer cette agression et mettre fin, sans plus attendre, à l'occupation par Israël de territoires arabes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'avenir, qui est le thème de ce sommet, doit être porteur d'un changement radical. Un changement pour tous nos États membres et pour nos peuples. Cet avenir nécessite que certains pays occidentaux abandonnent les mentalités du passé et leurs ambitions d'hégémonie et de colonisation. Ces États doivent cesser de tenter d'imposer leur volonté sur d'autres peuples. Ils doivent respecter leurs spécificités civilisationnelles, culturelles, respecter leurs choix. Cela fait maintenant des années que certains pays occidentaux mettent en place des politiques qui visent à priver les Syriens de leur avenir, à saper leurs choix nationaux, à les dépouiller de leurs richesses nationales et de leurs progrès en matière de développement. Les mesures coercitives unilatérales illégales décrétées contre notre pays sont comme un siège dont nous sommes victimes. Et pourtant, le peuple syrien, riche de son patrimoine culturel, est bien décidé à aller de l'avant, à bâtir son avenir librement, sans permettre aucune ingérence, aucun diktat de l'extérieur. Monsieur le Président, mon pays, la Syrie, se tourne vers un avenir que nous voulons fait de dialogue, de diplomatie. Nous voulons promouvoir les mesures multilatérales, défendre les principes de la Charte et l'État de droit au niveau international. Cet avenir doit être libre d'occupation, d'hégémonie, de terrorisme, de mesures coercitives unilatérales, libre de tout châtiment collectif. D'où la nécessité d'adopter immédiatement des mesures avec sérieux pour mettre au point des mécanismes et des structures multilatéraux plus efficaces, renforcer les mécanismes dont nous disposons pour tourner la page sur les politiques d'exclusion et de service des intérêts étriqués de certains pays occidentaux. Mon pays, la Syrie, se rallie à d'autres pays pour appeler à réformer les institutions financières internationales. Il faut garantir la participation des pays en développement dans les processus de prise de décision économiques internationaux. Il faut aussi prendre à bras-le-corps le problème global de la dette et apporter un appui financier et des ressources aux pays en développement ainsi que l'APD nécessaire pour la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030. L'état actuel des indicateurs sur la réalisation des ODD doit nous pousser à mettre les bouchées doubles et à promouvoir la coopération internationale pour le développement sans politisation.
De cette façon, nous garantirons que les pays en développement aient accès aux nouvelles technologies pour obtenir des résultats tangibles dans les délais impartis pour la réalisation des objectifs sans faire aucun laissé pour compte. Merci. I thank the distinguished Je remercie le représentant de la République arabe syrienne et je donne maintenant la parole à la Banque mondiale.